Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance numéro 143, aujourd'hui avec Briac Trébert pour un spécial 20 ans de la loi de Ségolène Royal, loi de 2002, instaurant la notion de coparentalité et donc à l'origine des mesures de résidence alternée en France. Monsieur Trébert est journaliste et il publie aux éditions Ouest France Pourquoi tant de haine, enquête sur l'évolution de la coparentalité en France avec une préface de Boris Cyrulnik. Nous aurons donc une émission en 2 parties, l'entretien a duré environ 1 heure. C'est intéressant, comme vous le savez, moi j'aime débattre, je peux parler de tout, débattre de tout avec absolument tout le monde. Nous ne voyons pas tout le temps les choses de la même manière, mais c'est normal car moi je me place dans un épiphénomène et lui est allé étudier une situation beaucoup plus généraliste. Ce qui n'empêche que son travail est quand même intéressant, il mérite qu'on le mette en valeur et qu'on en parle, voilà. C'est Briac Trébert sur RLP, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Briac Trébert. Briac Trébert, journaliste pour le groupe Ouest France, qui vient de publier Pourquoi tant de haine, enquête sur l'évolution de la coparentalité en France, avec une préface de Boris Cyrulnik aux éditions Ouest France, afin de marquer les 20 ans de la loi Ségolène Royal. Briac, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, très bien. Merci de m'inviter. Je vous en prie, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter, dire qui vous êtes, quel était votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené sur ces sujets ? Alors, je suis journaliste depuis une petite vingtaine d'années quand même. Je travaille au Parisien pendant 6 ans et dans le groupe Ouest France essentiellement, et je suis arrivé sur ce sujet via une commande dans le cadre de la loi de Ségolène Royal et des 20 ans pour rendre un livre là, qui vient de sortir le 17 mars dans les librairies. Donc une formation de journaliste. Une formation classique de journaliste, voilà, classique de journaliste au CEJ à Paris. Voilà, c'est un travail journalistique, travail sur plusieurs sujets, notamment les sujets de société. Et ce sujet-là de la famille, dans son sens large, est captivant et très très intéressant sur le pourquoi je me suis plongé dedans. Donc vous y êtes plongé dedans durant combien de temps ? Plus d'1 an. Je dirais plus d'1 an. Alors effectivement, j'ai commencé en septembre 2021 vraiment à me plonger dans cette loi Ségolène Royal, donc qui a inscrit dans le Code civil, rappelons-le, en 2002, le principe de la coparentalité. Donc relire les discours. J'avais fait un appel à témoignages pour récupérer des jugements, enfin des assignations de parents, et j'ai récupéré pas mal de jugements, pas loin de 200. J'ai rappelé pas tous les parents d'ailleurs, mais je les ai en tout cas consultés. Grâce à Doctrine, on en trouve aussi. Donc j'ai lu beaucoup de jugements dans ce cadre-là. Interrogé beaucoup d'avocats, interrogé beaucoup de médiateurs et interrogé beaucoup de juges également. Voilà, un travail très très complexe, et très difficile, parce qu'effectivement il y a que de l'humain, donc c'est pas simple de faire la part des choses, mais en tout cas dans la lecture des jugements, voilà, j'en ai retrouvé quand même beaucoup de similitudes dans les dossiers, je trouve, et en tout cas sur une évolution de la loi en 20 ans qui ressemble à un statu quo, ou presque en tout cas. Alors effectivement, on va peut-être rebondir là-dessus avant d'aller directement sur le livre. En 2002, Ségolène Royal, en se basant sur les travaux de Madame Castelin-Meunier, a été à l'origine d'une loi, la loi de 2002, qui instaure le concept d'autorité parentale conjointe, d'intérêt supérieur de l'enfant, qui ouvre la voie à la résidence alternée, et donc au droit de garde partagé et autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, après avoir étudié l'environnement, la société, durant un certain temps, là, en plus c'est votre métier, est-ce que cette loi, question 1, effectivement est rentrée dans les mœurs, a été appliquée, et question 2, est-ce qu'elle a évolué depuis ? Alors évoluer, non. Rentrer dans les mœurs, non, si on veut vraiment dire oui ou non. Alors c'est bien tout le débat de ce sujet, c'est qu'effectivement c'est un sujet qui est très clivant et particulièrement en France, c'est ce qu'on m'explique depuis 20 ans. Madame Castelin-Meunier, d'ailleurs, je l'ai dans l'ouvrage, elle s'exprime longuement. Toutes les personnes qui étaient à l'origine de la loi il y a 20 ans se souviennent des débats et ce sont à peu près les mêmes aujourd'hui.
Ça a peu évolué. Les chiffres, eux, ont évolué, faut être clair. Il y a effectivement plus de résidences alternées en 20 ans, mais c'est très très minime par rapport à d'autres pays, aux pays voisins, que sont la Belgique notamment. On peut citer les Nordiques aussi, le Québec. Pour autant, ça avance, mais ça avance très 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 lentement. Enfin, il y a une sorte de statu quo là-dessus, et les idées sont à peu près les mêmes, en fait, à avancer en 20 ans. La seule différence, c'est effectivement peut-être la théorie de l'attachement, où là, il semble y avoir un peu d'évolution dans les jugements qu'on peut lire. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Briac Trébert sur RLP. L'ouvrage Pourquoi tant de haine enquête sur l'évolution de la coparentalité en France. Qu'y a-t-il dans cet ouvrage et qu'est-ce que l'on y trouve ? Alors, on y trouve à quoi ressemble la famille aujourd'hui déjà. Pas mal de chiffres, les chiffres des séparations, des décences, le nombre de familles monoparentales, une sorte de vrai ou faux sur la résidence alternée. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques socio-économiques aussi, savoir si c'est quelque chose, si la résidence alternée c'est vraiment que pour les bobos ou pas. On explique aussi ce que l'on sait des enfants alternants, s'ils s'en sortent mieux à l'école, par exemple, ce que l'on sait des mères des enfants alternants, si elles sont plus en emploi, ce qu'on sait sur les ressources financières aussi des parents alternants. Voilà, toutes les données sont dans cet ouvrage. On y trouve aussi quelques contributions, notamment sur les modes amiables, avec une avocate qui s'appelle Maître Barbara Régent, qui s'exprime. Il y a un sociologue qui s'appelle Monsieur Benoît Hachet aussi, qui a fait une longue étude, lui, sur les parents, du point de vue des parents, en fait, comment eux, ils se positionnaient quand ils étaient en résidence alternée. Et Madame Castelin-Meunier également, qui s'exprime sur la sortie, dit-elle, enfin, vers une sortie du patriarcat, peut-être, on est peut-être loin, également dans cet ouvrage, et qui revient sur ses 20 ans aussi depuis la loi royale. Après, effectivement, on retrouve également beaucoup de choses sur la médiation familiale, notamment dans un chapitre qui s'appelle La médiation familiale navigue à vue. On a une grande partie sur à quoi ressemble la famille d'aujourd'hui, donc ce que je vous dis, tous les chiffres. Comment vous trouvez les chiffres ? Parce que nous avons fait plusieurs émissions ici où tout le monde nous disait qu'il était compliqué et difficile d'avoir les statistiques. Vous avez trouvé quelles statistiques et comment vous avez trouvé ? Alors là, quand je vous parle de la famille d'aujourd'hui, les statistiques, on les trouve via l'INSEE, via l'INED, via pas mal de ressources. Sur l'alternance, effectivement, on a les demandes des parents, etc. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que le ministère de la Justice, depuis 2012, ils ont rien sorti. Éric Dupond-Moretti a été interrogé début mars sur ce sujet, a fait une réponse au Sénat, qui est au JO du Sénat, et a ressorti des chiffres de 2012. Donc ça, c'est très compliqué à obtenir, ça c'est une vérité. Sur les demandes des parents. Par contre, sur le résultat final du nombre d'alternances, on les a via l'INSEE. On a une sociologue qui a aussi énormément documenté ce sujet, dans le sens où elle a pris les décisions judiciaires, elle a accompagné des parents et elle a fait une grosse étude sur ce sujet, notamment vis-à-vis des pensions alimentaires en résidence alternée, vis-à-vis des demandes, des mères, des pères. Et là, on a tiré des conclusions sur un volet assez considérable. Je crois que c'était 5000 décisions judiciaires qu'elle a étudiées. Donc ça, effectivement, ça, c'est des chiffres assez récents. Après, effectivement, c'est que des chiffres 20 ans après la loi. J'ai quasiment pris des chiffres qui sont entre 2021 ou 2022. Et les jugements, ils sont aussi été rendus entre 2021 et 2022. Voilà pour la partie chiffres. Après, c'est aussi la lecture des jugements. Alors, sur du contentieux de masse, ça c'est clair, c'est pas évident. Pour autant, il y a beaucoup de choses qui se dégagent sur ce sujet, et notamment le fait que les pères ne demandent pas toujours la résidence alternée, c'est pas faux du tout dans ce qu'on en lit. Et voilà, en tout cas, moi, c'est ce que répond le ministre, même avec des chiffres d'il y a 10 ans. On peut pas nier le fait que les pères ne demandent pas la résidence alternée. Peut-être aussi. Après, pourquoi il a demandé, pourquoi il a demandé pas, pourquoi il a demandé pas. Tout à fait. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est beaucoup plus flou. Ça, c'est toute la partie floue, qui entoure ce sujet. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, une analyse de l'environnement assez poussée, assez profonde, si je comprends bien, avec beaucoup d'éléments et de chiffres. Et est-ce que vous en tirez des conclusions ? Comment se porte la situation de la recomposition familiale contemporaine en France, en 2020, en XXIe siècle, pour dire ça de manière un peu pompeuse ? Donc, tous ces parents qui se séparent et qui se bagarrent, là, qui se traitent de tous les noms pour avoir la garde de leurs enfants, ça se passe bien ou ça se passe mal de manière générale ? Après, c'est effectivement un peu l'objet de ce livre et de la résidence alternée, c'est que c'est souvent noir ou blanc. Alors, je ne vais pas dire si ça se passe bien ou mal. Par contre, ça pourrait beaucoup mieux se passer voilà, si c'est là que votre avis. Si effectivement c'était beaucoup moins flou autour de tout ça, parce qu'il y a énormément de choses floues. Je pense par les pouvoirs publics, clairement, qui, quand on relit les propos de Ségolène Royal il y a 20 ans, en disant qu'elle semblait comme incohérente, qu'il y ait droit de visite pour voilà,
qu'on utilise les termes de droit de visite et d'hébergement pour l'un des parents. Elle trouvait ça absurde, c'est ce qu'elle disait il y a 20 ans dans ce discours, ça existe toujours. Le Haut Conseil à l'égalité qui en 2017 disait résidence alternée avec un enfant de moins de 7 ans, c'est pas conseillé par les psychologues, il disait en 2017, on est quand même 20 ans après. En même temps, les jugements qu'on lit, il y a beaucoup de résidences alternées avec des enfants de 1 an et demi, voire 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans, voire 3 ans, et les juges disent rien du tout sur cette théorie de l'attachement et sur ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui circulent et qui sont complètement floues, au même titre que les modes amiables, qui sont abordés aussi dans cet ouvrage, sur la médiation qui semble aussi un échec aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de médiation obligatoire là toutes les études ont démontré qu'effectivement ça ne fonctionnait pas parce que les avocats ne jouaient pas le jeu. Donc là, tout début mars, Éric Dupond-Moretti a remis les modes amiables en avant dans un discours de janvier 2023 aussi. Ça va arriver là dans les mois qui arrivent avec des décrets qui vont être posés sur les modes amiables, qui vont un petit peu obliger les parents à se parler en médiation. Alors obliger entre guillemets, mais en tout cas pousser les avocats à se former à la médiation. Donc ça, c'est plutôt du positif parce qu'on pourra effectivement aussi donner des conseils aux parents dans la communication, éviter beaucoup de choses, c'est-à-dire les écrits aussi lors des assignations. Ce que ne font plus les Belges depuis quelques années et ça semble bien fonctionner. Le Québec aussi. Québec, c'est un pays que cite Éric Dupond-Moretti en exemple, où il s'est rendu d'ailleurs en début d'année, où effectivement les avocats qui sont cités aussi dans cet ouvrage, en tout cas les spécialistes entre guillemets du sujet, disent qu'effectivement ça fait beaucoup de mal. Un procès fait beaucoup de mal et que les avocats poussent au procès, c'est vrai. Parfois pour des raisons financières, parfois pour des raisons aussi de fond, de dire qu'effectivement un enfant en bas âge ne doit pas être en résidence alternée. Donc effectivement c'est un peu un cercle vicieux, mais par contre les écrits restent et donc c'est compliqué de faire de la coparentalité après 1 ou 2 ou 3 procès. Donc quand vous me parlez des beaux-parents, effectivement c'est compliqué aussi pour eux. Donc voilà, donc, ça en tout cas il y a effectivement peut-être pas dire que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas dire que ça peut fonctionner mieux avec plus de communication en amont et moins de procès quand c'est pas obligatoire, sans doute, oui. Donc vous arrivez sur une conclusion qui est un peu la nôtre, qui est celle qu'il faudrait aller vers la déjudiciarisation afin de calmer les rapports, calmer tout ceci pour le bien des enfants ? En grande partie, ouais. Après, c'est effectivement très très difficile de chiffrer cette déjudiciarisation, un mot compliqué. Il y a des avocats qui disent effectivement que 70% des affaires pourraient être gérées à l'amiable. C'est ce que dit Éric Dupond-Moretti en citant des chiffres du Québec. Enfin, on est dans cet ordre de grandeur-là. Après, effectivement, il faut aussi prendre en compte tout l'aspect de violence. Après, moi, il s'avérait qu'effectivement, les aspects de violence, il y a eu un Grenelle de la violence l'année dernière avec des instructions concernant les médiations. Et moi, j'ai lu effectivement des dossiers en médiation où les juges renvoyaient des parents dont l'un des parents avait porté plainte ou fait une main courante contre l'autre parent pour des violences, et le juge renvoyait en médiation, ce qui était contraire au Grenelle aussi de la violence. Donc il y a aussi des incohérences à ce niveau-là. Il y a aussi des grosses incohérences sur la formation des médiateurs, c'est-à-dire qu'il y a un Conseil national de la médiation qui a été créé seulement en fin 2022, dont les statuts sont à peine publiés, les formations ne sont pas claires. Donc il y a tout cet enjeu-là à faire aussi. Donc voilà, effectivement, la médiation, c'est un atout. La déjudiciarisation, c'est effectivement un atout, notamment à travers les écrits. S'il y avait moins d'écrits, moins d'attestations entre guillemets inutiles dans ce genre de dossier, je pense que ça ferait pas de mal. Et c'est un petit peu ce que nous disent les Belges. Moi, j'ai entendu Marie-France Carlier, qui est juge en Belgique et qui a fait une démonstration à l'Assemblée nationale de comment elle marchait, comment ça fonctionnait chez elle. Et elle disait ça, les écrits, on n'en veut pas. Oui, dans certains pays d'Europe du Nord, ils obligent les parents à s'entendre, ils s'entendent pas, ils viennent prendre les enfants. Il y a plusieurs façons d'aborder le problème, effectivement. Et Marc Juston, ici, ainsi que Maître Jean Panier, plusieurs intervenants, nous expliquaient qu'il n'y avait pas d'unicité entre les différents tribunaux, qu'on ne pouvait pas avoir forcément les mêmes jugements dans les mêmes situations. Vous avez constaté cela, vous aussi ? Alors effectivement, après sur le fond, je n'ai pas constaté d'aléa, ce qu'on appelle l'aléa judiciaire, je n'ai pas constaté des masses sur le final. Est-ce qu'ils sont tous d'accord entre eux ? Est-ce qu'ils prennent tous les mêmes décisions de la même manière ? Voilà, sur la théorie de l'attachement en tout cas, sur la théorie de l'attachement, ça il faut être clair, on a vraiment des choses différentes et on peut notamment citer un jugement, alors j'en ai lu beaucoup là-dessus sur effectivement les 2, les 3, les 4, les 5 ans en raison du bas âge de l'enfant, la résidence alternée ne peut pas, voilà, ça c'est utilisé par beaucoup d'avocats, c'est des copier-coller qu'on relit. Ouais, il est trop jeune, il est trop vieux. Il est trop jeune, surtout trop vieux, pas trop, peut-être trop vieux, c'est peut-être les enfants qui le lu aussi ça. Mais en tout cas, le trop jeune, oui, il existe et là pour le coup, il y a des juges qui prennent position en disant que non, il est pas trop jeune, on peut pas, il y a rien qui dit qu'il faut
pas qu'un enfant trop jeune soit en résidence alternée. Et ça, je le lis dans des jugements. Et ça, c'est très embêtant dans la loi judiciaire parce qu'on peut dire une fois oui, une fois non. Et comment voulez-vous que les parents le comprennent? Et ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci sur ça parce que les juges ne sont pas d'accord et n'ont pas la même version. Cet aléa me paraît effectivement assez dangereux dans la compréhension des parents et dans ce qu'on disait juste avant sur la médiation. C'est-à-dire que si les magistrats, s'il y a trop d'aléas judiciaires autour de ce sujet, c'est compliqué. Et moi, c'est ce que je lis et ce qui me semble très incompréhensible dans cette enquête, c'est de se dire que voilà, un parent qui demande la résidence alternée avec un enfant, mettons de 3-4 ans, la demande et que son copain, lui, il l'obtient. Le juge dit OK et l'autre dit non parce qu'un enfant de moins de 4 ans, c'est pas bon selon les psys. Ça, c'est assez difficile à entendre, voire même très très difficile à entendre. Et là, c'est pas clair du tout, quoi. Et ça voudrait même dire que le parent qui obtient la résidence alternée avec un enfant de 4 ans, il fait du mal à son enfant parce qu'il a une résidence alternée, enfin pour étayer plus loin. Et ça, il faudrait vraiment que les magistrats soient d'accord là-dessus. Je cite un jugement là de Besançon, par exemple, en 2021, tout récent, où effectivement là pour le coup, c'est une maman qui avait la résidence. Le papa s'est rapproché en demandant la résidence alternée, la maman a fait appel pour un cas assez classique et le juge écrit l'objection donc de la maman est articulée sur une pétition de principe exclusif de toute expérience empirique. La thèse selon laquelle l'alternance domiciliaire serait dommageable pour un enfant de moins de 6 ans a été soutenue par une école de pensée américaine qui a conceptualisé et prôné la théorie de l'attachement, laquelle est fondée sur l'idée que l'enfant ne peut être séparé de sa mère durant les premières années de son existence. Mais l'absolutisme de cette opinion a été battu en brèche par ceux-là même qui l'avaient énoncé, écrit le juge, qui cite un article paru dans la revue Attachement dans l'humain développement dans la livraison du 11 janvier 2021 où 70 signataires adeptes de cette théorie ont conclu leur analyse en affirmant qu'aucune priorité ne devait être accordée à l'un des parents à défend de quoi pourrait être compromise le développement et le maintien des autres relations d'attachement de l'enfant. Il cite Caroline Siffrin-Blanc dans son jugement. Il s'en déduit que l'âge de l'enfant n'est pas intrinsèquement un obstacle à la résidence alternée, ce n'est donc qu'en contemplation des données spécifiques et circonstanciées qu'il peut être mis un terme à la mesure. Donc voilà, donc du coup, en l'espèce, la résidence alternée a été mise en place. Voilà ce que répond le juge. Mais par exemple, écrire ça dans un jugement en disant que cette conception ne vaut rien, en gros, a été battue en brèche par ceux-mêmes qui l'avaient énoncé. Mais sauf que dans le même temps, dans un autre jugement en France, effectivement, on dira en raison du bas âge de l'enfant, il n'y a pas de résidence alternée. C'est assez exceptionnel quand même. Vraiment très dommageable. Là, vous me décrivez un jugement qui est quand même très rédigé. Généralement, les réponses sont beaucoup plus succinctes. Et j'ai un magistrat sur cette antenne qui est venu intervenir, qui m'a dit « j'ai analysé les jugements dans ma juridiction. Quand on accorde quelque chose au père ou quand on accorde la résidence alternée contre l'avis de la mère, le niveau de justification, le nombre de lignes de justification est beaucoup plus important que lorsqu'on donne la garde à la mère ou lorsqu'il y a accord entre les deux. » Effectivement, ça c'est vrai aussi. J'ai vu cette étude. Alors après, je l'ai aussi vu dans les jugements. C'est généralement plus long. Après, sans une question de résidence pour le père, même en termes de résidence alternée, effectivement, pour justifier une résidence alternée avec un enfant en bas âge quand la mère ne le veut pas, c'est généralement long parce qu'il faut l'argumenter. Il faut dire pourquoi, parce que justement pour ça, pour ces raisons-là, parce que effectivement, un enfant en bas âge, vu que effectivement il y a des conceptions qui disent que ça pourrait ne pas être bon pour l'enfant ou que ce n'est pas bon pour l'enfant, mais en fait on n'en sait strictement rien et c'est ce que ça démontre à travers tout ça. C'est effectivement, ça n'a à peu près rien à voir avec l'âge, c'est surtout l'investissement des parents. C'est un peu plus long, oui, c'est clair. Ils se sentent obligés de le justifier et c'est sans doute assez dommage, même si c'est pas dommage de démontrer que effectivement les deux parents ont les mêmes capacités à s'occuper de l'enfant et ont la même envie. Après, c'est plus les âges qui sont problématiques dans ce qu'on lit, c'est qu'effectivement on peut toujours lire en France quand on parle d'aléa judiciaire, il existe soit l'aléa existe toujours, c'est-à-dire que un juge pourra écrire en raison du bas âge, on ne peut pas fixer la résidence alternée, un autre dire ce que je viens de vous lire. Ça c'est embêtant, oui. Ça c'est embêtant dans la cohérence parce qu'on a besoin de cohérence pour élever un enfant, on a besoin de cohérence, et on l'a pas aujourd'hui à travers ses propos, oui. C'est clair, ça affaiblit la posture parentale, le fait que personne soit d'accord et qu'il n'y ait pas d'unicité de la pensée, forcément la voix du parent est affaiblie et donc la voix de l'éducant est affaiblie également. Après, oui, voilà. Après, c'est un petit peu tout le débat que vous dites quand vous me posez la question. Est-ce que comment est le climat familial aujourd'hui? Il y a effectivement les séparations. On peut pas dire qu'elles soient en baisse. Pour autant, il y a des recompositions familiales qui existent et c'est tout à fait possible de refaire famille, comme dit le sociologue Benoît Hachet. Il n'y a pas de souci, sauf qu'effectivement, il faut de la cohérence et à travers ce genre d'incohérence, que ce soit à travers la médiation ou quand il y a des violences, on impose aux parents d'aller en médiation. Effectivement, c'est un peu particulier quand il y a des lois qui existent.
Et sur le bas âge, idem. On peut pas dire dans un jugement en raison du bas âge, alors que l'enfant il a 5 ans, on ne fixe pas de résidence alternée. Et dans le même temps, un enfant de 3 ans ou de 4 ans, un autre juge va dire ah bah non mais en fait la théorie de pensée n'a aucun sens et on fixe la résidence alternée. C'est pas possible de lire ça en fait. Ça paraît effectivement assez incongru et assez dangereux, je pense. Voilà, autant s'abstenir. Et je trouve que effectivement c'est ça qui peut poser problème. C'est effectivement des phrases et c'est les écrits quoi. C'est aussi pour ça que si on pouvait éviter la judiciarisation, on éviterait aussi ce genre d'écrit quand c'est pas utile quoi. Quand tous les feux sont au vert pour faire une résidence alternée, il faut éviter d'aller en justice pour lire ce genre de bêtises après quoi. Je pense. Voilà, c'est un petit peu ça que je lis. J'ai lu vraiment beaucoup de jugements qui ne servent à rien en fait, des procédures pour à la fin une résidence alternée en fait, des batailles pour rien quoi. Et puis des mots qui restent, des choses assez incroyables où à la fin, dans tous les cas, il y a une résidence alternée. Si le père la demande, généralement il l'obtient, sauf que c'est au bout de 2 procès pour rien quoi. Et ça fait des dégâts quand même. Quoi qu'il arrive, l'enfant est au milieu pendant tout ce temps. Les parents s'occupent de leur enfant pendant tout le temps avec des procédures qui sont parfois assez violentes pour pas grand chose. Voilà, c'est un petit peu ce que démontre ce livre, c'est qu'effectivement les modes amiables doivent être incités. C'est qu'il y a encore du boulot. Que la théorie de l'attachement, on doit prendre ses précautions parce qu'effectivement c'est pas moins de 7 ans, moins de 6 ans, moins de 5 ans, mais c'est vraiment l'implication des parents et que ça là-dessus il y a rien à dire, mais qu'effectivement si on pouvait éviter d'aller au procès en disant non en raison de l'âge de l'enfant, si c'est le seul argument avancé, c'est en raison de l'âge de l'enfant, on peut pas mettre en place une résidence alternée, c'est un petit peu faible et ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un petit peu ce qui se dégage de ce que j'en ai lu en tout cas. Il faut autre chose quoi. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. On va commencer à dégainer un petit peu, là, on va parler des sujets qui fâchent. 2002, la loi sur l'égalité parentale, la coparentalité, on est en 2023. Aujourd'hui, le système français de résolution des conflits respecte-t-il l'égalité homme-femme ? Tadam. Alors, oui, question qui fâche, pour moi c'est d'après ce que je lis, après si on veut rester vraiment l'égalité homme-femme, toutes les études aussi qui existent sur les tâches ménagères, sur l'implication des mères, etc., on reste autour de 80%. Alors peut-être pas autant, c'est-à-dire qu'effectivement là, si on est à... Non, mais je veux dire, un homme qui veut rentrer dans la famille et qui veut accéder à son enfant, qui veut éduquer son enfant, il a autant de possibilités de le faire qu'une femme ou pas ? Alors ça sera peut-être un peu plus difficile effectivement, après ça dépend en fait, qui est démontré en fait dans toutes les études sociologiques aussi, c'est que en cas de séparation c'est souvent, il faut être aussi clair, et c'est ce qui montre, c'est souvent la maman qui demande la résidence, parce que aussi le papa ne demande rien. Alors, parce que c'est qu'il l'aura pas. Le père, alors voilà, c'est tout le débat effectivement, vu les chiffres on dit il sait qu'il l'aura pas, sauf qu'en fait s'il fait la démarche de la demander la résidence alternée, il y a de grandes chances qu'il l'ait. Ça faut aussi dire ce qu'il en est. Après le débat c'est qu'effectivement ça sera un petit peu compliqué parce que si la résidence alternée n'est pas mise en place tout de suite, on lui dira écoutez monsieur, ça fait 1 an que l'enfant est plus avec la maman, donc vous demandez la résidence alternée, mais bon dans l'intérêt de l'enfant, il voudrait mieux, mais sauf que lui il est dépendant du délai judiciaire, donc là c'est compliqué. Alors, après ce qui a été mis en place avant, généralement dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ça reste. Alors nous on a association de soutien et de suivi quand on fait les permanences et quand on étudie les dossiers. Le schéma classique que l'on constate, c'est très souvent quand même madame qui éloigne les enfants, donc un éloignement géographique qui fait que les procédures vont se dérouler dans son nouveau lieu de résidence, non pas forcément celui du père. Donc il y a un éloignement qui est fait, de facto. Le juge ne demande jamais à ramener les enfants là où ils étaient initialement. Il dit toujours pour ne pas bouger les enfants. Même si ça fait que 10 jours qu'ils y sont, ils vont quand même y rester. Et après, le père va demander la RA. Il ne l'aura pas parce que les enfants seront à 200 ou à 300 km, ou alors parce que ça fait 10 ou 15 jours qu'ils les ont pas. Ou alors, si jamais il y a doute, on demande enquête. L'enquête, ça prend 1 an. On se revoit 1 an plus tard. Et pour ne pas déranger les enfants, on est figé. Voilà, ça c'est un schéma qu'on voit très souvent avec une ligne, le père qui se plaint d'aliénation parentale et la mère qui se plaint de violence quand ça se passe mal. Vous, dans votre étude de dossier, vous avez retrouvé ces schémas-là, ou c'est que les cas qui fonctionnent mal, qui viennent nous voir, qui reproduisent ça, ou est-ce que c'est généralisable à l'ensemble de la population ? Alors c'est très difficile de généraliser des affaires familiales, parce que chacun... C'est des tendances sociologiques, c'est tout. Voilà, après, effectivement, au-delà de la généralisation, les éloignements volontaires, effectivement, que vous évoquez, ils existent. Après, il faut aussi dire que quand on regarde les jugements, si effectivement des parents sont en résidence alternée, c'est quand même un peu le premier qui bouge aussi, qui perd la résidence alternée. Ça, c'est une vérité aussi, alors que ce soit la mère perd, mais ça. Ou qu'il a fait perdre à l'autre.
Voilà, après c'est celui qui, dans l'intérêt de l'enfant, ce qui est installé. Alors ce que vous me dites effectivement, c'est ce qui est installé qui prévaut. Voilà, l'intérêt c'est que l'enfant soit stabilisé, donc que ce soit en résidence alternée ou dans une résidence, ça prévaut. Alors effectivement, si l'un des parents est avec l'enfant depuis 2-3 ans et que l'autre parent demande une résidence alternée au bout de 2-3 ans alors qu'il a rien fait entre-temps, c'est compliqué. Alors oui, effectivement, la résidence alternée, il faut qu'elle soit mise en place assez rapidement, et il faut aussi que dans le couple auparavant, il y ait eu une sorte d'égalité, en tout cas d'égalité parentale dans le couple. C'est-à-dire que si c'est l'un des parents qui faisait toutes les tâches ménagères, qui s'occupait de l'enfant, qui se prenait tous les rendez-vous médicaux, après c'est compliqué de renverser la vapeur. Ça, c'est une évidence. C'est aussi ce qu'on voit. Après, moi, dans la lecture des dossiers, en tout cas, même des éloignements, alors volontaires ou pas volontaires, mais en tout cas, l'un des parents qui retrouve sa famille, qui s'éloigne avec l'enfant à un moment donné, si l'autre parent se rapproche et demande la résidence alternée, si les conditions sont réunies, il l'obtient. Voilà, ça c'est pour votre question sur l'égalité, entre guillemets. Après, in fine, je ne peux que vous renvoyer sur les chiffres de l'INSEE qui disent effectivement qu'on est à 86% de résidence chez les mères là, en 2020 à peu près. C'est à peu près ça. Alors donc, moi j'ai les chiffres de 2007-2008 aussi qui disent qu'en cas de désaccord sur les droits de garde, le père a la garde uniquement en 8% des cas. Ce sont des chiffres qui comprennent aussi les adolescents qui imposent leur opinion, et les cas où effectivement les mères sont vraiment dysfonctionnantes. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a désaccord entre les deux, on va résumer, lorsque la mère ne veut pas, le père il a pas la garde ou il a pas la RA. Et ça, ce sont des statistiques qui datent effectivement d'une quinzaine d'années. On n'arrive pas à en avoir de plus récentes, mais pour œuvrer, se mouvoir dans l'environnement des dossiers qui se passent mal, effectivement, je vois pas forcément des choses qui se passent bien. Moi, je vois plutôt les choses qui se passent pas bien. C'est vrai, c'est le point de vue que j'ai, c'est les retours que j'ai. Ça confirme beaucoup cette façon de pencher en fait. Non, mais après voilà, quand vous regardez, vous avez des choses qui se passent mal. Oui. Moi j'ai lu des dossiers qui se passent mal aussi, clairement. Bien sûr. Sauf qu'à la fin, c'est possible que moi je n'ai que cela, c'est possible aussi. Sauf qu'à la fin des dossiers, ça se passe bien. Si effectivement, l'histoire c'est qu'effectivement il y a une procédure judiciaire, c'est-à-dire que si là pour prendre l'exemple que vous citez, une mère s'éloigne, alors volontairement pas volontairement, peu importe, elle est avec son enfant pendant plus longtemps, éloignée du père, ils étaient mariés pas mariés, et que le père se rapproche et fait en sorte qu'il y ait une résidence alternée possible, s'il la demande et que les conditions sont réunies, il l'obtiendra en fait. Voilà. Moi j'ai pas vu ça tout le temps, moi j'ai vu ça uniquement si madame était d'accord. Après, le fait que ce soit elle qui se déplace et que monsieur doive déménager pour se rapprocher, pour faire une tentative, ça effectivement je l'ai vu. Que la tentative fonctionne, ça j'ai plein de cas. Non. Je peux vous envoyer des gens. Après, c'est une question de délai. C'est une question de délai. Voilà, moi clairement, moi dans ce que j'en lis et dans ce que j'en ai compris et dans ce qui se dégage de la loi. Après, c'est aussi une question de délai. C'est-à-dire que effectivement, après, faut être clair. Un père qui s'est pas occupé de son enfant pendant 10 ans, il y a une séparation et il arrive après 3 ans plus tard dans la procédure judiciaire. Oui, enfin, c'est aussi ce qui est démontré dans les études, c'est qu'effectivement, les mères ont tendance à fixer la résidence assez rapidement. Oui, mais ce sont des épiphénomènes. Moi, j'en ai plein qui débarquent en pleurant parce qu'elle est partie hier, et puis l'enfant, il la reverra pas durant des mois. Et ça, c'est pas des gens qui se sont pas occupés durant 10 ans. C'est des gens qu'on a empêchés de s'en occuper. Après, il y a un temps judiciaire. Il y a un temps judiciaire qui est clairement. C'est aussi pour ça que après, pour les accords à l'amiable, il faut en faire. Il faut trouver des accords parentaux parce qu'effectivement, si on part sur un temps judiciaire, c'est effectivement au détriment de tout le monde. Là, dans ce que vous me dites, c'est pour le père, pour l'enfant, pour tout le monde. Ça peut pas durer avec un enfant, en bas âge. Ce que vivent les gens, c'est 2 ans. La réalité, c'est que ça dure 2 ans. Donc effectivement, si la mère à la résidence et que il y a 2 ans de procédure, l'enfant il a 4 ans. C'est ça. Et ça devient très très compliqué d'inverser, même pour l'enfant, c'est pas bon. Absolument. Donc tout revient aux modes amiables et tout revient à ce que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire que si effectivement on faisait une déjudiciarisation et qu'on inversait le rapport, c'est-à-dire que il y avait 20 ou 30% qui iraient vraiment en justice, on serait pas dans la grande majorité, on serait pas dans ces affaires en fait. Il y aurait pas ce que vous me dites. Donc c'est dès le début, donc c'est effectivement aux avocats aussi de faire cet effort. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils le font pas vraiment. Ça, c'est une vérité. Et ça, c'est une vérité via les avocats aussi, via les magistrats. Après, il y a des décrets qui vont arriver. Il y a des histoires aussi financières. Faut être aussi très pragmatique dans cette histoire. C'est qu'un avocat n'a pas forcément intérêt à ce qu'il n'y ait pas une audience, de manière financière, parce qu'envoyer leurs clients en médiation, ça va pas leur apporter d'argent. Et ça, on le voit, ça c'est clair. Mais peut-être qu'on oublie aussi que c'est aussi à eux d'apporter la paix sociale. C'est ce que dit Maître Régent là dans cet ouvrage. Mais oui, je pense que les avocats doivent se
formés au mode amiable et doivent tout faire, en tout cas, pour éviter le procès, ouais. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.